Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la deuxième partie du one-shot de cimetière sur les archives silencieuses avec Luvan. On va se lancer tout de suite. Et donc avant de lancer la partie quand même, est-ce qu'on peut refaire vite fait le point sur ton personnage? Où est-ce que tu en étais? Qu'est-ce que tu as? Histoire de se remettre dedans. Oui, allons-y. Donc tu étais venu aux archives silencieuses pour... c'était compliqué. Moi, je t'avais proposé, tu venais pour retrouver la tisseuse de feu, qui était venue ici à la suite de la mort de la reine Phoenix. Et tu avais une raison un peu plus personnelle de suivre toi-même la tisseuse, notamment un rêve qui impliquait un chien. Est-ce que tu te souviens de ça? Oui, il y avait un chien. Et il m'a dit quelque chose d'incompréhensible, qui était très intelligible et incompréhensible, à la fois, dont je ne me souviens pas, mais qui était très beau, comme une promesse. Et c'était très vague parce qu'il me reste très très peu de souvenirs de ma vie d'être vivant. Et donc je n'en sais pas plus, si ce n'est que à un moment de mon exploration, où j'aurais pu faire demi-tour ou faire marche arrière, un endroit assez stressant, j'ai quand même été poussée vers l'avant par cette sensation de m'approcher de la promesse du chien. Et tu avais donc atteint les archives que tu avais un petit peu explorées, jusqu'à trouver sur cette immense bibliothèque, et derrière la bibliothèque un accès, une porte de fer barricadée. Tu t'étais toi-même barricadé, poursuivi comme tu étais, et tu avais décidé de t'enfoncer dans les profondeurs de cet endroit-là, descendre dans les niveaux inférieurs. Et il me semble qu'on s'était arrêté là. Oui, j'avais sondé magiquement les profondeurs C'est avant de vrai, oui. m'aventurer, et avec l'espoir et de la promesse du chien. Et j'avais réussi à sonder une sorte de petite étincelle de feu quelque part dans les profondeurs, et j'avais également détecté une présence fantomatique que j'ai analysée, en tout cas dont je me souviens qu'elle avait une valeur assez maléfique, mais et aussi un peu évanescente. Et je souhaitais je souhaitais retrouver cette étincelle qui dans l'appréhension géographique que j'ai de cet endroit, grâce à mon affinité avec la Terre, me semblait ouais, dans un endroit assez précis. Et, et je pouvais plus ou moins me guider vers cet endroit. Ou en tout cas sentir quand je m'en approchais ou pas. Tandis que la présence était évanescente, était plus diffuse et difficile à identifier, dans l'espace. Hmm. Je fais le point un petit peu sur ce que tu portes, ce que tu as sur toi. On a déjà parlé de tes sorts, de tes souvenirs un petit peu. Et en plus de ça, il y a les objets que tu as sur toi. Tu as un gant qui serre sans force, tu as une grande cape, la carte d'un immense château, un globe lumineux un peu étrange, ADR6, qui est une espèce de source de magie. Tu as une armure de plaque rouillée, mais tu l'avais laissée derrière toi, n'est-ce pas? Tu l'avais enlevée. Oui. Et puis une fronde avec quelques pierres à tirer. Et je porte la cape qui était noire avec une capuche de façon à passer inaperçue dans les ténèbres. Par contre, je n'ai hors jeu, je n'ai plus le. Peux-tu me renvoyer le lien vers ma fiche de personnage, ou bien elle est Ah oui, toujours. voilà. Et je viens enfin de comprendre la mention fleurs séchées viande de ma fiche de notes. Fleurs séchées, viande. Oui, il y a une offrande Ah à la oui, ouais. statue de l'archiviste, Oui. et voilà, ça me revient.
Alors, moi, je suis prête à reprendre. Est-ce que tu as des questions ou est-ce qu'on se lance? Allons-y. Ok. Du coup, je vais faire comme la dernière fois, je vais prendre 30 ou 60 secondes de silence et je vais attaquer avec la description. Ok. Après avoir ouvert la grande porte de fer, tu n'avais pas trouvé la masse de corps que tu avais prévu, que ton sort t'avait indiqué, mais seulement un seul, assis dans un coin. Après l'avoir inspecté, tu avais finalement repris ta route, je crois. Ici ici il y a une pénombre intense. Tu ne vois pas grand-chose et ta seule lumière, c'est ce petit globe que tu portes entre les mains, mais qui ne porte pas. Et devant toi, l'escalier descend dans les ténèbres les plus profondes. Tu n'y verras sans doute plus rien, Tatsu, à moins d'approcher le globe de la moindre marche, de la moindre brique, la moindre pierre du mur. Est-ce que tu descends dans les profondeurs? Je range la pierre dans la... Ah oui, j'avais pris une sacoche et un livre probablement d'astrophysique ou d'astrologie. Je te laisse les noter dans ce que tu portes. Ouais, je vais faire ça tout de suite. Il n'y a que le livre dans la sacoche en fait, c'était pour pas l'avoir à la main. Je mets le... Oui, je ferme le point sur parce que c'était comme une sorte de grosse bille. C'est ça, ouais, un petit globe de verre laiteux, blanc, légèrement lumineux. Donc je l'enferme dans mon poing pour de manière à pas à me diriger uniquement à l'aveugle. Je compte sur sa magie aussi pour m'aider si jamais me diriger à l'aveugle me pose trop de problèmes. Je ferme même les yeux pour pas être paniquée à l'idée de pas voir. Et je décide de me diriger en suivant l'intuition que j'ai de cette étincelle et en tâtant les murs. Et le souvenir de l'étincelle t'amène effectivement dans les profondeurs. Une marche après l'autre, tu as entamé la descente de cet escalier. Elle est longue. Tu continues un temps indéfini en n'écoutant rien d'autre que l'écho de tes pas, de plus en plus étouffés sur les couches de poussière. Pas d'ouverture ou de palier, pas de salle ou de fin. Les escaliers continuent. Suffisamment pour que le temps se perde un petit peu.
Et suffisamment pour que certaines marches commencent à sembler étranges. Légèrement inclinées d'un sens ou dans un sens ou dans l'autre. Le mur semble presque fuyant, comme s'il se penchait sans qu'on puisse vraiment savoir vers où. Il y a quelque chose de légèrement incertain ici, comme si l'escalier était non pas tordu, mais confus sur sa direction réelle. Tu descends d'abord plusieurs étages, puis peut-être plusieurs kilomètres, ou plus encore. Et après une petite éternité, tu es enfin sur une sorte de palier. Devant toi, une porte de bois très simple. Une petite poignée sur le côté. Tu l'as trouvée avec ta main ta main qui suivait le mur, qui a-tu trouvé l'angle à un moment, et qui rencontre les lattes de bois. Est-ce que... Comment est la qualité de l'air, en fait? Est-ce que je sens qu'il y a un petit appel d'air quelque part? Est-ce que quelque chose souffle ou vraiment rien du tout? On est dans un petit peu comme dans un tunnel. Tu ne sens rien du tout. Ça, je suis vraiment enfouie. Est-ce qu'il y a de l'humidité sur la porte? Est-ce qu'il y a une anomalie? Est-ce qu'elle me semble chaude ou est-ce que c'est ce qu'il faut attendre puisque la dernière partie de la descente était un petit peu erratique et étrange? Est-ce que cette porte me semble au toucher une porte souterraine normale, je dirais? Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas à propos de ces contours. Est-ce que les deux, les deux pans sont, comment dire, est-ce que la lisière gauche et droite sont vraiment parallèles? Est-ce que la partie centrale est réellement plate? Les sensations sous ta main ne sont pas, ne te permettent pas de conclure, mais tu as l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu oblique dans sa construction. Mais sans lumière, tu ne peux pas vraiment en avoir une image globale. Tout ce que tu pourrais faire avec le globe, c'est illuminer un côté ou un autre, mais sans jamais voir l'image complète. Je sors le globe pour essayer pour illuminer, pour ainsi dire, la poignée. Déjà, j'ouvre les yeux, pardon, j'ouvre les yeux au cas où, sur un malentendu, je vois Ah oui, quelque c'est vrai. chose, une lumière passer sous le seuil. J'ouvre les yeux au cas où. Aucune lumière sous le seuil, non. Donc je fais irradier la boule sous la poignée. Pas vraiment une poignée en vérité, plus une sorte de petit anneau en métal pour la tirer ou pour la pousser. La tirer sans doute, et il n'y a pas de serrure. J'approche aussi la boule juste la dernière marche parce que tu m'as dit que la dimension de l'escalier était un peu étrange, juste pour voir. Je fais longer, je la fais longer le long de l'arête de la dernière marche pour essayer de comprendre ce que j'ai senti sous mes pieds. Lorsque tu poses le globe sur le bout de la marche, la petite zone qui l'éclaire semble tout à fait droite et normale. Et donc c'était une sensation
C'était une sensation oblique. Et je pose le globe pour voir si du coup, si juste peut-être je suis oblique, ou si quelque chose s'est passé pour voir si le globe roule en fait. S'il reste sur place, ça veut dire que tout est bien droit. S'il roule, ça veut dire que le sol est de biais. Il semble avoir un tout petit mouvement. Peut-être que tu ne l'as pas posé parfaitement droit, ou enfin pas parfaitement sans mouvement, ou que là où il était, il y avait un creux minuscule. Difficile à dire. Mais elle ne roule pas, donc en fait, il n'y a pas de... Non, en effet. Eh bien, tirons cette porte. Je range le globe. Je serre bien fort le globe dans mon poing. Et j'abats mon... Enfin bon, j'ai de toute façon toujours ma capuche. Et je tire la porte de la façon la plus discrète possible, mais probablement ça va quand même grincer. Et je l'entrebâille juste de quoi passer. Tu l'ouvres et elle ne grince pas du tout. Elle s'ouvre sur la noirceur, bien sûr, et tu peux passer dans un espace que tu ne comprends pas. En tout cas, tu n'as pas de la moindre idée de la taille de la pièce dans laquelle tu viens d'arriver. Et la porte se referme légèrement derrière toi, tout doucement. Je prends un caillou de ma poche et je le jette devant moi. Le plus loin possible. Commencer. De façon à savoir comment ça résonne et avoir une idée de l'ampleur de cette salle. Un peu plus loin, Pardon. et à l'impact, ton caillou fait un bruit métallique. Et un instant après, il y a une autre chose qui fait du bruit à côté. Une sorte de longue respiration un peu sifflante, un peu difficile. Et la réverbération du bruit m'a donné une idée de la taille de la pièce, si ça fait un long écho grave, ou si je me trouve dans l'équivalent d'une cathédrale ou bien d'une petite pièce. Tu n'as pas entendu d'écho du tout. Peut-être est-ce tout simplement une pièce assez petite. En tout cas, tu as entendu un seul unique son qui est ce son métallique, puis un deuxième petit bruit qui est lorsque la pierre est sans doute tombée au sol ensuite. À une certaine distance devant toi, quoi. Je pense pas que les ténèbres te permettent de comprendre précisément à quel point. Ouais. Mais quand tu lances une pierre ou quelque chose tombe dans une salle de théâtre, une cathédrale, tu entends que c'est vaste, quoi. Donc ça veut dire que c'est petit, enfin que c'est pas, c'est une pièce petite, quoi. Ok. Une respiration magnifique. Je me dirige vers ce bruit. Attends, est-ce que je me dirige ou est-ce que j'essaie de... Ouais, je me dirige vers ce bruit. Et quand j'ai l'impression d'être à mi-chemin par rapport au bruit, je lance un deuxième caillou dans une autre direction, à un autre angle. La respiration est juste devant toi maintenant. Tu as avancé de quelques pas et tu as senti une chose qui changeait un petit peu. Sous tes pas, non plus la pierre poussiéreuse, mais un tapis épais qui en masque le bruit. Tu t'es suffisamment rapproché de cette respiration pour qu'elle te semble être juste devant toi, peut-être un petit peu en contrebas.
Et au même moment, il y a en contact avec ton abdomen quelque chose d'un peu dur, peut-être un meuble. Est-ce que tu as jeté le caillou comme tu disais? C'était pour détourner un peu éventuellement l'attention, si jamais, c'était une menace. Et comme j'avance silencieusement, je me suis dit que je pouvais, parce que du coup la respiration n'a de toute évidence pas avancé vers moi. Du coup non, bah, si je bute sur un meuble, je tâte, le meuble pour comprendre, précautionneusement au cas où sur un malentendu il y ait, une bougie et une allumette. Contre toi, c'est une surface de bois et en passant la main au-dessus et de l'autre côté, tu sens du tissu ou peut-être plutôt du cuir vieux et usé. Tu viens de percuter le dos d'un canapé, semble-t-il. Et par rapport à mon sentiment d'où serait l'étincelle, je suis loin ou près ou Tu saurais dire dans quelle direction elle est? Disons sur ta gauche, par exemple. Un peu plus loin qu'ici, mais pas très loin. donc le dos d'un canapé. Donc si j'ai l'intuition que c'est je crois reconnaître un canapé, je le contourne. Oui, c'est vrai que le globe me donne des points magiques. Mmh. Si cette personne est là depuis longtemps, probablement elle est aveugle. Je reste là parce que je me dis que si jamais il y a je trouve un et je dis: «M'entendez-vous?» d'une voix calme et posée. Enfin, si je suis un zombie, je sais pas si j'ai une voix calme et posée, mais La respiration se fait peut-être un petit peu plus forte et bruyante, mais il n'y a rien qui répond. OK, j'avance, je longe le canapé et j'essaie de toujours précautionneusement à tâtons voir s'il y a d'autres objets ou d'autres meubles et mon but c'est d'aller jusqu'à ce bruit métallique. Hmm. Est-ce que tu t'approches de la partie où tu entends une respiration ou est-ce que tu en restes éloigné? Alors ça dépend. Du coup, la respiration, c'était un peu à côté, hein. Moi, Ouais, j'essaie de me diriger là où j'ai le souvenir d'avoir entendu le bruit. J'imagine que c'est, d'après ce que tu m'as dit, un peu à gauche par rapport à la respiration. attends, le bruit de quoi du coup? Ça fait un bruit métallique, donc ça veut dire que ça a buté Hmm, sur quelque chose qui n'était pas de la pierre, mais de la oui, et du coup, en face de l'entrée du coup, après être ouais, entré, c'est ça? c'est Ok, ça et je veux vérifier ce que c'est, enfin si c'est pas hmm, d'accord. Euh, Tu as sans doute pu croiser au moins une sorte de table basse en face de ce canapé, que tu as pu longer. Et dans le noir, en avançant toujours sur ce tapis épais, tu as pu trouver de l'autre côté euh, disons que tes doigts se sont attardés sur un relief un peu étrange, une grille de métal, et au-dessus de cette grille, le mur de pierre froid. et toujours rien, pas un air un peu plus froid, qui provient de l'autre côté de la grille ou quelque chose d'un peu différent? Rien de particulier, non. La grille, elle n'est pas vraiment... elle doit être en dessous du niveau de ton
de ta tête. Elle est, elle est au niveau de ta tête, c'est déjà le mur. Elle est juste en dessous. Et donc c'est... Ok. Je vais voir ce qui respire. Cette fois-ci, vu que je ressens pas une menace physique intense, je vais jusqu'à la table basse, enfin je me rapproche de l'endroit et je tends le globe devant moi une fois qu'on Pour me semble être arrivé assez près pour voir ce qui respire et je me prépare à tout, enfin je me prépare à soit un animal, soit un mourant, soit quelque chose d'affreux. deux mains froides se referment brusquement sur le globe. Et la chose, l'être qui les tient, se jette sur toi et essaye de t'arracher le globe de toutes ses forces. Est-ce que cette personne, est-ce que j'arrive à garder mon sang-froid déjà suffisamment? Est-ce que cet être ressemble à un archiviste mort-vivant? Enfin, est-ce que, pardon, la question est mal formulée. Est-ce que cet être est vêtu de la robe bleue avec les 3 étoiles? C'est vraiment trop dur de le Ok. voir et de le dire avec la luminosité. Tout ce que tu as pu voir, ce sont ses mains qui sont en train de griffer ta chair. Bien, je protège. J'essaie de me dégager au maximum Mhm. pour garder le globe. Je vais te Euh, demander un jet de vigueur pour t'extraire de sa poignée. j'ai pas de vigueur. Du coup, je regarde ce que j'ai en vigueur. J'ai 13. Je ne me souviens plus comment fonctionne le jeu, donc je remonte. Tu jettes C'est un D20, donc avec point d'exclamation D20 dans le chat. Et si le résultat est inférieur ou égal à ta vigueur, ça marche. Sinon, tu vas subir le danger. eh bien non. Oh, en plus, Non, j'ai fait un c'est critique. D20. Non, non, Ah non, oui, non, c'est D20. Là, ah oui, pardon. tu as oublié le D. Ah, c'est drôle. C'est drôle que Dice Stars fasse quand même quelque chose. Ouais, 9. c'est un 9. Très bien. Tu as donc réussi à te dégager de justesse. Ça t'a peut-être, t'as dû prendre quelques pas de recul après, mais tu te retrouves donc là dans le noir, les mains serrées sur ton globe lumineux. Et devant toi, le bruit chaotique de cette respiration forte et qui émet désormais une sorte de plainte lugubre. Le bruit de quelqu'un qui se lève et des pas qui avancent dans ta direction. Ok. Bon, cette personne m'a l'air un peu faible. Je vais tenter de... Je sors mon livre en fait de la sacoche et j'essaie de l'assommer avec le livre. Hmm. Je pense que c'est le seul réflexe que je peux avoir, à part, je sais pas, c'est la table basse. Ouais. Bon, ça sera, je pense que vu que c'est le réflexe que j'ai eu, c'est le réflexe que j'ai eu. Hmm. Parce que je peux pas viser avec la fronde. Comme tu Et il es m'a l'air faible quand même, donc. Comme tu es dans le noir comme ça, je vais te demander un jet d'habileté pour réussir à le toucher. Sinon, c'est lui qui te frappe avant. Ok, allons-y. 2. Ok. Tu lui as mis un grand coup dans la tête, j'imagine, et tu entends le bruit de son corps qui s'effondre brutalement contre le canapé à côté. Et il y a encore du bruit, il gigote. Ok, je profite du fait qu'il est un peu stun pour approcher le globe de son visage. Mais c'est le visage d'un mort-vivant dans
que la vie a quitté depuis longtemps. Et tel visage ne dit plus rien. Il n'y a plus vraiment d'orbite. La peau est momifiée depuis longtemps. Et oui, je sais pas si j'aurai le temps du coup de faire 2 coups d'examen, mais j'ai pas réussi à voir s'il avait une toge d'archiviste. C'est la robe des archivistes avec les 3 étoiles en triangle. Ça m'ennuie de fracasser la tête d'un mort-vivant en archiviste, mais à la fois, je sais pas s'il est très s'il va me frapper. Est-ce que je peux le ligoter? C'est pas très. Il faut que ce soit un truc que j'ai sur moi du coup. Si tu n'as pas de corde, non, je ne vois pas comment tu peux le J'ai faire. la sacoche qui pourrait me servir à lui attacher les mains éventuellement. J'ai pas envie de tuer cet archiviste mort. J'hésite beaucoup trop. Du coup, il se remet de sa blessure. Il est en train effectivement d'essayer de se relever et de reprendre appui. Est-ce que je sens que je peux au moins l'incapaciter? Est-ce qu'il est suffisamment faible pour que juste si je lui mets les mains derrière le dos et que je le tiens immobile, il a une force surhumaine ou j'arrive à faire ça? Tu le fais du coup? Oui. Ok. Il résiste et il, à moitié relevé du coup sans pouvoir se lever totalement à cause de toi, il se jette sur toi, te prend dans ses bras et il essaie de te faire chuter au sol brutalement. Ok. Bon, je suis désolée, il va falloir que je te fracasse la tête à coups de table basse. Hein. Comment tu fais? Comment est-ce que tu agis là maintenant? Et du coup là je prends la table basse, enfin du coup je me rends pas compte. Pour moi c'est une petite table basse parce que chez moi, ma table basse est minuscule. En fait c'est peut-être un énorme truc. Alors il est déjà en train de se jeter sur toi pour essayer de te faire tomber. Hein. Ah, je pensais que j'étais déjà à terre en fait, pardon. Je pensais non, qu'il pas avait encore. réussi à me projeter par terre. Il se jette sur moi. Je fais j'essaie de l'entraîner dans son élan en fait. J'essaie de tirer sur ses bras pour le projeter plus loin. Parce qu'il est en train de se jeter sur moi. Donc avec un peu de chance, avec l'énergie cinétique, j'arriverai à faire de l'aïkido et à le faire valser de l'autre côté. Ok. Je vais te demander un jet d'habileté pour voir si tu y arrives. 4. C'est bon. Un instant après, il se retrouve projeté contre... ça doit être la grille, vu le bruit que ça fait. Et tu as les mains libres. C'est dommage qu'on ne sache pas quoi faire avec les morts vivants, d'autres que leur fracasser le crâne. Je soulève la table et j'essaie de... Je vais essayer de l'immobiliser en lui fracassant le crâne avec la table. Tu entends quelques bruits d'objets qui tombent pendant que tu saisis la table, qui est assez lourde, mais tu parviens tout juste à la tenir. Et tu l'abats sur lui, c'est ça? Oui. Très bien. Il y a un craquement et plus rien ne bouge, plus rien ne fait de bruit. Est-ce que pendant ma descente, ou est-ce que j'ai continué à sentir cette présence évanescente sombre? Vaguement, comme une chose diffuse tout là-bas, tout au fond. Et dont la présence se fait de moins en moins claire, mais dont la menace semble rester, comme une tension ou un stress dont on ne parvient plus exactement à identifier l'origine. Je déteste faire ça, mais je déteste déjà fracasser des têtes de morts vivants. Je vérifie dans sa toge si elle est dotée de poches, si par hasard cet archiviste-là aurait quelque objet qui pourrait me renseigner sur son état, sur ce qu'il faisait ici. Pourquoi était-il
si profondément enfoncé sous terre, gardait-il quelque chose, un indice? Ou soyons fous, une allumette. Dans cette affaire, tu trouves seulement une petite pipe et une blague de tabac. Et comment faisait-il pour l'allumer? Il doit forcément y avoir du feu ici. J'empoche la pipe en souvenir. Je prononce la même petite formule que j'avais prononcée devant son collègue défunt derrière la porte, qui est un vague souvenir de ma profession de vivant clair, clair du Dieu sans âme. Et je retourne tâter dans les objets que j'ai éparpillés, si j'arrive. Vraiment à quatre pattes, dans les objets que j'ai éparpillés, qui sont tombés de la table. Tu manques tout juste de te couper sur un petit éclat de verre. Il y a ici, là où tu touches tu trouves la structure de ce qui semble être une petite lampe à huile avec un cadre en acier et des plaques de verre autour. Mais elle s'est brisée sur le sol. Et autour d'elle, justement, l'huile s'est un petit peu répandue, imbibant le tapis. Magnifique. Et à côté de cette lampe à huile, toujours pas de... Du papier, de quoi écrire. Ainsi que... Pas de pierre à briquet. Comment allume-t-il cette lampe? Beaucoup de gens sont mal organisés, même des archivistes. Juste un instant, est-ce que tu trouves en plus? Non, rien d'autre que ça en fait. Cette lampe à l'huile, du papier, des notes plus ou moins rédigées. Et rien qui permette de l'allumer. Est-ce que... c'est pareil avec mon globe, en fait, je n'arrivais pas à lire le livre. À lire les notes. Entre-temps, ma vue s'est quand même accommodée au fait que je suis dans l'obscurité depuis très longtemps. Oui, je pense que tu peux très rapidement distinguer quelques caractères. Ça va être extrêmement pénible de lire, mais au moins voir qu'il s'agit de notes dans un langage que tu connais et de figures. Et si je les passe en revue, ça ne me donne aucun indice sur la fonction qu'occupait cet archiviste. Juste, depuis quelques secondes, là, ton son s'est beaucoup dégradé. Est-ce que tu as changé quelque chose? C'est changer de pièce. La gloire est hyper lumineuse. C'est parce qu'en fait on enregistre. Excuse-moi. Je pensais pas que ça allait s'entendre autant. On pourra couper. Ah oui, peu importe. Du coup, j'utilise le papier pour empocher un petit bris de verre. On ne sait jamais, ça peut faire une arme improvisée. Et du coup, j'explore j'essaie de faire le tour de la pièce en longeant le mur pour voir s'il y a d'autres meubles et si je peux trouver juste en fait l'étincelle, elle proviendrait
de l'autre côté de la grille ou bien enfin, en tout cas, j'explore tous les murs pour voir s'il y a d'autres issues. Mmh. Ouais. Disons que par rapport à l'entrée par rapport au moment où tu es entré, à ce moment-là, l'étincelle était sur ta gauche, suffisamment loin pour qu'elle ne soit pas dans cette pièce une fois que tu auras fait le tour et que tu en auras à peu près, évalué la géométrie. Dans cette direction-là, tu auras effectivement trouvé une sorte de grande porte entrouverte que tu sais déjà déverrouiller. Tu pourras la suivre si tu veux aller dans cette direction-là. En faisant le tour, tu as également trouvé un autre accès en face, donc sur la droite par rapport à l'entrée, une espèce d'ouverture dans la pierre directement, avec quelques lettres gravées au-dessus. Quelque chose de plus brut, de plus froid. Et dernièrement, d'autres meubles, oui, un petit peu. Des tentures aussi, peut-être une sorte de tableau dans un coin. Représentant quelque chose d'un peu abstrait, mêlant noirceur et des formes de couleurs qui s'entremêlent sans véritable logique pour toi. Il y a quelques commodes avec qui contiennent des fournitures, tout ce qu'il y a de plus commune pour la vie en commun ici. Et notamment près de la grille. Grille dans la forme plus... en fait, t'apparaît maintenant comme une cheminée, en fait. Si on passe la main à travers, assez rapidement, on trouve la pierre. Et au fond, des restes de cendres. Et dans un petit meuble près de cette cheminée, tu mets finalement la main sur du nécessaire pour y faire un petit peu de lumière. En tout cas, de quoi allumer un feu. Est-ce que j'ai compris est-ce que ça m'a évoqué quelque chose, les lettres inscrites au fronton de l'ouverture en pierre? Je les ai longées des doigts. Hmm. Il est seulement écrit une sorte de devise. À ce qu'enseignent les astres, et la vie et la mort. OK. Très météorite, ce tableau abstrait. Donc je suis devant la cheminée, me dis-tu. J'ai pas en longeant les murs, j'ai pas trouvé d'appliques par hasard, d'appliques à torches? J'ai Si, pas sans de doute. buto, donc Il doit bien en avoir deux l'une face à l'autre sur des murs un petit peu opposés, près des entrées. du coup je me dirige avant de faire, heu, avant d'actionner la pierre à briquet, je me dirige vers l'une d'entre elles juste pour minimiser le j'ai pas envie de faire la enfin bref, je vais en allumer une en fait, pour faire simple. Ok. Et tu as donc maintenant une flamme. La, la lumière révèle le reste de la pièce. Elle est plongée dans une sorte d'immobilité étrange. Tout y est presque en ordre, sauf cette table que tu viens de renverser, la tache d'huile sur le tapis et le corps encastré près de la cheminée. Il y a un certain nombre de fauteuils et de canapés qui sont organisés autour de l'espace central. Et au-dessus de la cheminée, entrecroisées, sont deux épées d'apparat à la garde argentée, visiblement, dont le luxe contraste un petit peu avec le côté plus ascétique qu'il y avait là-haut. Est-ce que je retrouve d'ailleurs le symbole des 3 étoiles autre part que sur la toge de l'archiviste?
Oui, sans doute. Au mur, au-dessus des étoiles, gravées, enfin, pardon, au-dessus des épées, gravées dans la pierre, tout au-dessus, sur la colonne de la cheminée. Je me dirige vers la sortie. Donc la sortie à gauche, il y avait une porte, hein, c'est ça? Oui, Mmh. tu la passes? Oui, je réfléchis à si j'enlève ou pas la si je suis mon intuition. Je j'éteins la mèche et je garde sur moi la pierre à briquet, et je garde sur moi l'applique, enfin la torche et je m'habitue un petit peu à l'obscurité. Tu as à nouveau éteint la torche, tu dis? Ouais. OK. Et j'habitue un peu mes yeux de nouveau, pour moins paniquer à l'obscurité et je passe la porte, en direction de ce que mon intuition, me dit être, l'espèce d'étincelle. OK. En passant Et le seuil, oui, pardon? non, silencieusement bien sûr et le plus discrètement Mmh. possible. Tu n'as donc plus aucune, source de lumière, c'est bien ça? Je l'ai amené avec moi au cas où, mais je préfère marcher dans l'ombre pour pas me faire Mmh. remarquer. Passer la porte, tu fais, quelques pas à peine, avant de tomber. La Magnifique. pierre avait la pierre continue la pierre a continué sur quelques mètres à peine et il n'y avait plus rien. Et tu es tombé sur le sol en dessous. Tu perds un point de vie. La chute a été, un petit peu brutale, même si tu as eu le temps tout juste le temps de rebondir tes mains et tes jambes en particulier te font mal. Tu es sur la pierre froide. L'étincelle n'est plus vraiment très très loin. Devant toi, peut-être un peu sur la gauche. Que fais-tu? Heu, je me dirige toujours, alors oui, parce que là cette fois-ci je vais essayer de ah oui, si je note, hop, 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 les points de vie. Ah maintenant que j'ai la pierre, maintenant que j'ai le cristal, je ne suis plus obligée d'utiliser mes points de vie pour, les transformer en points de magie, hein, c'est ça? C'est vrai, tu peux jeter le dé du globe et ça te donne autant de points de magie gratuits. Voilà et du coup, par contre j'ai pas noté le ah si, globe des R6. Des R6 et du coup ça sera un D6. C'est ça, ouais. Et comme c'est un dé de ressources, ça veut dire que sur un, 2 ou 3, il descend d'une catégorie. Il devient un dé 4 ensuite. Ah, 1, donc ça te fait un point de magie. Et le globe descend à d 4. Sachant que si tu en veux plus, tu peux, avant de faire de la magie, tu peux tout de suite rejeter le dé à nouveau, réutiliser, enfin tirer plus de pouvoir du globe en jetant cette fois-ci son D4. ouais, et c'est OK, je t'ai pas dit ce que je voulais faire en fait, mais Non, en effet, si tu me dis, je peux te dire combien ça coûte, peut-être que ça ne coûte qu'un seul point de vie. mais en fait c'était le même principe de sonder, si ce n'est que je veux pas sonder l'espace tout entier, mais me donner vraiment une impression de ce qu'est cette étincelle, maintenant que je suis très près ou, d'essayer de comprendre en fait Mmh, par le sol ce qui est cette sensation. ouais. Hem, du coup, je ne sais pas si j'ai besoin de plus. Un point de vie, ça suffira, ouais. Par contre, du coup, n'oublie pas de descendre d'une catégorie le DR6 Le D du globe. ouais, j'ai déjà noté DR4 du coup. Ouais, ça marche. Tu l'as laissé à DR6 sur la feuille? À moins que tu l'aies changé sur tes notes à toi? Non, je l'ai ah pardon, j'ai descendu mes plaques rouillées, excuse-moi. Ah oui, en effet, oui. Excuse-moi, hop, je me suis trompée de ligne. Voilà. Très bien.
D'ici, l'étincelle t'apparaît sous de forts... Comment dire? L'étincelle en elle-même, elle est extérieure à ce que ton pouvoir peut te dire, parce que ce n'est pas de la pierre. Mais tu as, via l'écho que ton sort provoque, tu saisis que dans une pièce très proche, il y a 2 sièges, 2 trônes de pierre qui se font face l'un à l'autre. Et l'étincelle se trouve sur l'un de ces deux trônes. Et est-ce que je sens une irrégularité dans la pierre qui pourrait m'informer qu'il y a un accès? Oui, tu saurais suivre le chemin maintenant. Il suffirait que tu prennes un accès un petit peu sur ta gauche. Tu suivrais un petit couloir, un petit coude ensuite sur la droite, et tu atteindrais ces trônes. Eh bien, je soulève mes vieux os à moitié cassés par ma chute et je titube dans la direction de l'étincelle. Très bien. Toujours à tâtons pour le moment. Tu t'es dirigé donc un petit peu sur la gauche par rapport à ton entrée. Tu as atteint un mur de pierre et facilement tu as trouvé cette ouverture toute basse, mal taillée. Et tu es entré dans ce couloir qui ressemble presque à un tunnel, qui te force à te baisser légèrement. Tu l'as suivi quelques pas et à nouveau, comme tu t'y attendais à la suite de ton sort, tu as senti qu'il tournait vers la droite. Il continuait également devant, si tu avais voulu. Et en tournant et en continuant encore quelques instants, tu te trouves dans un espace tout petit, de pierres mal taillées, qui résonnent immédiatement juste autour de toi, très doucement, lorsque tu marches. Tu ne les vois pas, mais tu les devines grâce à ton pouvoir. Juste devant toi, un petit peu à gauche et un petit peu à droite, il y a ces 2 trônes de pierre qui se font face. J'entr'ouvre mon poing serré autour du globe. Pour, de manière à diffuser à ce qu'il irradie. Et je m'avance vers le trône sur lequel j'ai détecté l'étincelle. Que fais-tu avec le trône en lui-même? Tu essaies de le distinguer à la lueur du globe, c'est ça? En fait, le globe me servait à m'annoncer si jamais il y avait une personne assise là et ne pas l'effrayer trop. Mmh. Donc si je ne vois pas, s'il y a pas de si je n'entends rien, Aucun mouvement en effet. je j'allume j'aime bien faire durer le suspense. J'aime bien ne pas savoir ce qu'il y a sur ce trône, mais je vais allumer la torche. Comment je me sens? Je veux dire, est-ce que j'ai, Mmh. par rapport à cette, prémonition du chien, La Si près du but, le sentiment est complètement absent. Un peu comme une boussole qui, amenée juste au pôle Nord, s'affole et pointe toutes les directions et sans plus rien indiquer précisément.
Ou alors comme si l'émotion et la force de ce souvenir devenaient s'annulaient pour laisser place au réel à cet endroit précis. Rien du tout. Je sors la pierre à briquet et j'allume la torche. En prenant soin de ne pas être juste à côté du trône, du coup je recule un peu. Le trône sur ta gauche, celui de l'étincelle, est occupé par un corps. Un homme ou une femme peut-être, en robe rouge, uni, à l'exception d'un cordon argenté qu'il a ceint à la taille. En face, l'autre trône est vide. Et sur le mur en face de toi, il y a un message écrit en noir. Il est lisible ou il faut que je m'approche de lui pour le lire? Il est assez difficile à lire d'ici. Il faudrait que tu t'approches. Je m'approche du message. Il a une couleur brunâtre qui est très proche de celle du sang séché. Mais ce n'est pas un message hâtif. Il est presque cursif et il est stylisé et travaillé dans sa graphie. Et ce qui est écrit ici, c'est à l'étoile renaissante et la vie et la mort. Du coup, j'aurais dû noter ce qui était écrit en haut. Ça finissait aussi par la vie et la mort. Euh, c'est troublant, en fait, je suis troublée par l'idée de sentir cette étincelle alors que le corps semble être sans vie. Ou je me dis qu'il y a peut-être un moyen de faire revenir à la vie ce personnage, mais d'un autre côté, en fait, dans la pièce elle-même, c'est comme une sorte de, de fond de four, en fait. Il n'y a pas de... Oui, il n'y a aucun accès, non. Il n'y a aucun accès, il y a juste deux trônes. Euh, je vais, comme j'étais claire, un peu compliqué, je vais m'asseoir sur le trône en me disant que peut-être ça servira de vase communicant et que ma vie mon semblant de vie pourra être aspiré, pour être donné à la personne que je soupçonne être peut-être la tisseuse de feu.
Le froid s'est éteint tout d'un coup. Il fait chaud dans cette petite pièce quand tu t'es assise sur le trône. Et en face de toi, la tisseuse de feu, car c'est effectivement elle, a repris des couleurs humaines. C'est une vieille femme au visage ridé et dur, mais qui esquisse un semblant de sourire. Elle croise ton regard, tu la vois cligner des yeux, une fois ou deux. Et il y a une expression de tristesse intense dans son regard. Ses vêtements semblent commencer à brûler. Comment est-ce que tu réagis? Je me jette sur elle pour essayer d'éteindre les flammes. Mais dans un embrasement soudain, les flammes l'emportent et tes mains se referment seulement sur quelques cendres, quelques restes très anciens. Il n'y a plus vraiment de corps ou de vêtements, seulement des bribes et des restes que seul ton esprit arrive à relier à ce qui était là il y a un instant. Bien, ça n'a pas marché. Eliane Radig, faut qu'on la joue maintenant. Moi, je viens de mettre ça. C'est toi qui vois si tu veux écouter la musique en même temps ou pas. Allons-y, si ça ne t'embête pas. Que fais-tu? Est-ce que je sens encore l'étincelle ou est-ce qu'elle est partie? C'est toi l'étincelle maintenant. Eh bien, je m'assois sur son trône. Et, euh, et j'espère que je vais réussir à entretenir l'étincelle assez longtemps. Et j'espère surtout réussir à comprendre euh, à quoi sert ce feu. Et j'espère qu'un jour ce feu servira à rallumer la vie dans ce monde isolé. Tu sens la chaleur qui monte et qui vient de toi, qui irradie dans cette pièce, qui réchauffe difficilement le petit couloir, le salon. Tu sais là-bas que la cheminée, après un temps, va se rallumer. Avant que tu n'aies vraiment remarqué, ton habit a tourné au rouge et tu as pris la place de la tisseuse. Le temps qui passe te donnera à connaître la personne qui était en face, sur l'autre trône. Elle ne se montre jamais à toi, et tu ne la verras jamais. Mais à chaque fois qu'elle frôle la pièce où tu sieds, une odeur fauve remplit l'atmosphère. Elle est ce qui reste de l'archimage.
celui que les archivistes avaient choisi pour les guider, qui, il y a des éons, a coopéré avec la tisseuse, dans un acte sombre et dans un échec. Loin sous les profondeurs, dans ce qui te semble être ton territoire pour le moment, une unique vision de lui t'arrive. Tu ne sais pas si elle est véritable ou si c'est juste ton imagination qui la fabrique. L'image d'un océan de livres et de pages arrachées, d'une tanière d'écrits ramenée à une sorte de grand coussin, et lové au milieu de cette masse de papier inutile. Une grande bête qui sommeille. Tu es le feu qui réchauffe les archives silencieuses. Et peut-être un jour viendra, où quelqu'un d'autre pénétrera aussi profondément, et te trouvera. Et peut-être pourras-tu l'aider un jour. À comprendre et à dépasser ce qui s'est passé ici. Mais ce n'est pas ta mission. Ce n'est pas toi qui le feras. À partir de maintenant, tu n'es plus que l'étincelle. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter? Non, c'est parfait. C'est bien que Très ça bien. finisse pas de ma voix. Très bien. Eh bien, la partie est terminée alors. Dommage qu'on peut pas faire de fade. Ah si, je peux faire une sorte de petit fade out. Ah oui, tu avais mis la musique du coup? Ouais, j'ai mis la musique et je l'ai. Il n'y a que moi qui l'entendais peut-être. Mais du coup, j'ai dû régler le volume parce qu'à un moment, elle était sur ta voix. Et là, j'ai fait un petit fade out. Ok. Super. Merci beaucoup. Eh ben, Devenez merci à toi. la tisseuse de feu. C'était une partie assez singulière par rapport aux deux autres qui ont eu lieu dans ce cadre. Mais ça m'a beaucoup plu de tester cet aspect-là aussi. C'est une illustration un peu plus extrême par rapport aux deux autres parties de ce que j'entends quand je dis que je fais ce que je peux pour m'adapter à ce que fait l'autre pendant les parties. C'est-à-dire que alors, j'aimerais bien qu'on arrive à analyser exactement ce qui s'est passé quand tu t'assois sur le trône à la toute fin. Parce en gros, il a fallu que je désactive dans ma tête ce qui constituerait une réponse technique de l'OSR, qui serait de se dire il se passe tel effet précis, et que je trouve quelque chose qui corresponde à la façon dont les choses font sens dans ton système. C'est-à-dire comprendre tes intentions lorsque tu t'assois sur ce trône, comprendre ce que tu veux faire en t'asseyant ici, et en les interprétant dans un canon qui est celui qui est celui de cimetière. Alors, pour la petite histoire, hein, donc Cimetière est très très inspiré d'une série de jeux vidéo qui sont les Dark Souls. Et chacun des Dark Souls permet, parmi les fins possibles, quand tu termines le jeu, tu retrouves plus ou moins la flamme primordiale, en tout cas le feu qui soutient le monde, et l'une des possibilités qui sont toujours ouvertes, c'est de se sacrifier dans le feu pour le maintenir. Mhm. Le deuxième Dark Souls a même une fin qui est explicitement tu entres dans une sorte de four en pierre. Tu t'assois sur un trône et tu brûles là-dedans pour l'éternité.
Donc ce que tu as fait, enfin ce que tu avais, la façon dont je l'ai narré sont 100% dans ce canon-là, quoi. Ouais, c'est en fait tout ce que tu as amené avant, pour moi, allait forcément dans le sens du sacrifice. En fait. Enfin, ça s'est posé, donc ouais, ça doit être énormément de choses. Enfin, beaucoup de choses m'ont orienté que je pourrais pas définir forcément. Hein. Mais le fait qu'effectivement tu t'as rien à attendre de ce monde-là. Du coup, sacrifier ce corps qui de toute façon va dégénérer ou tu vas perdre totalement connaissance. Enfin, j'ai plutôt pris ces injonctions comme toute une fatalité en fait. Mmh. Du Ouais, je comprends. coup, pour moi, c'était faire au maximum de ce peu de vie qui me reste pour avoir la sensation d'accomplir quelque chose ou de m'accomplir, etc. Et du coup, effectivement, quand l'étincelle était encore, je me suis dit, bon, ouais, voilà. J'avais pas. Non, c'était très. C'est une série de petits choix, y compris l'allégorie de la descente dans les ténèbres, qui de toute façon, ce long escalier que tu as décrit, pour moi, ça rendait improbable de le remonter. Ouais. Enfin, il y a plein d'indices comme ça qui sont très Mmh. psychopompes, qui dans ma tête en fait ont fait écho Mmh. à un voyage vers l'au-delà, etc. Donc j'avais pas l'impression que je pouvais remonter. Et puis dès le Ouais. début, du coup, moi-même, je me suis barricadée, donc il y avait quelque chose où en fait j'allais descendre et pas trouver d'issue. J'ai réalisé, d'un point de vue symbolique, tu t'es littéralement enterré toi-même, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a un Absolument. côté très. Et du coup, ouais, c'est super, c'était très chouette. Puis ça m'a fait jouer dans un de mes thèmes. En fait, ensemble, on est allé sur cette voie-là, en fait. Et c'est un de mes thèmes, l'enfouissement et l'engloutissement. Mmh. C'est un de Ouais. mes motifs, plus que de thème d'ailleurs, c'est un de mes motifs. Ouais, je sais qu'en termes de game design, tu vois, les Dark Souls duquel je m'inspire sont des jeux qui sont connus pour avoir un level design très vertical. Les niveaux que tu parcours jouent beaucoup sur monter ou descendre. Et c'est une des particularités très réussies de ce jeu qui change un petit peu parce que c'est justement un peu plus dur à faire. Et ça marche très très bien comme métaphore, en fait, c'est très symbolique. Il y a toute une section du jeu où tu descends. Et la descente est une figure qui me hante et qui me marque extrêmement fort, quoi. Tu descends sous la citadelle et tu trouves les bas-fonds. Sous les bas-fonds, il y a des égouts. Sous les égouts, il y a une espèce d'immonde comment dire, ville de pilotis et d'horreurs empoisonnées qui vit dans le vide au-dessus de l'abysse. Et en dessous de ça, il y a les ruines des démons. Et encore en dessous, il y a la cité perdue d'Isalis, perdue sous la lave. Enfin, il y a vraiment l'idée de couches comme ça que tu explores. Et il y a d'autres moments qui sont inversement des moments d'élévation, quoi, où tu vas monter jusqu'aux dieux, te rendre digne d'eux et accéder à eux. Et quand j'avais quand j'avais voulu créer un one shot de cimetière à tester comme ça, une des premières questions que je me suis posée, c'est est-ce que je veux un endroit où on monte ou bien un endroit où on descend? Et la réponse finale a été un endroit où on descend, évidemment. Super. Et tu peux. Et quand tu disais que la partie était singulière par rapport aux deux autres, c'est comment comment on interagit. Enfin, comment est-ce que tu as une impression de. Enfin, Hmm. juste En fait, quelle est l'impression que tu pourrais me donner des autres parties ouais. sans vouloir forcément les spolier ou. Bah, par défaut, en fait, donc l'endroit est séparé, enfin les archives sont séparées en deux principales parties, qui sont la partie en haut, qui est à peu près au niveau du sol, et la partie en bas, qui est donc dans les profondeurs. Et elles sont effectivement séparées par ce très long escalier pour que quand on passe à la deuxième partie, on ne revienne pas à la première ensuite, quoi, que les deux parties du bâtiment soient également deux parties narratives séparées. Okay. Et elle cherche à montrer, en fait, il y a un certain nombre d'indices dedans qui permettent de reconstruire petit à petit l'histoire du lieu. Et donc je pense qu'assez souvent, c'est ça qu'on joue beaucoup, c'est qu'est-ce qui s'est passé ici. Il y a des tas d'indices assez précis.
Et en fait, on les a pas trop explorés dans cette partie-là. Et notamment, il y a quelque chose à faire à la fin, en fait. Il y a un boss à affronter qui est un peu obligatoire, qui est cette créature que je t'ai décrite une fois que tu t'es assise sur le trône. Et je suis assez dur vis-à-vis du fait que il n'y a pas de moyen d'y couper, en fait. Si on veut atteindre, si on veut compléter entre guillemets le jeu au sens d'accomplir vraiment une progression significative sur la quête pour le feu, il faut s'y confronter, il faut affronter. Donc typiquement, c'est le genre de point fixe que je garde en tête pour savoir comment est-ce que je vais organiser ma réinterprétation de ma propre préparation pour mieux coller à ce que le joueur ou la joueuse fait, mais en gardant certains points rigides pour moi. Donc typiquement, la fin que j'ai inventée à partir des actions que tu as faites, j'ai annoncé dedans que c'est pas toi qui résoudrais ce problème-là, c'est pas toi qui affronterais cette créature. Et le sous-entendu de cette phrase, c'est il n'est pas possible de faire autrement que de l'affronter. Donc voilà, donc pour faire simple, les mouvements en termes de compréhension, je sais pas si c'est... arrête-moi si ça t'intéresse pas, mais les deux principales choses à comprendre dans l'exploration quand on est dans ce mode-là, quand on est dans le but de recomprendre ce qui s'est passé, en haut, c'est de comprendre que les mages ont abandonné cet espace, qu'ils sont partis. Parce que les quelques morts vivants que tu croises là-haut n'ont pas ces fameuses robes, justement. Ils sont des gens qui viennent de l'extérieur, qui ont squatté cet endroit-là, ils ont fait du feu, ils se sont posés, ils ont cherché des choses. Et les mages en eux-mêmes, en fait, ont juste laissé, ont juste abandonné les lieux et les ont laissés dans la précipitation, après avoir monté cette barricade. La personne qui tenait la barricade, d'ailleurs, avec son globe, est sans doute celui qui est resté en arrière pour tenter de contenir ce qu'il y avait en bas. Et en bas, il y a des indices pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et je peux te dire ce que c'est, mais on peut aussi le laisser au mystère, si tu préfères. C'est-à-dire qu'en haut, on avait compris, parce que j'ai vu les choses. Du coup, c'est ce que j'avais compris. Et par contre, oui, ce qui s'est passé en bas, il y a plein de ce que je sais. Moi, j'ai imaginé plusieurs choses, en fait, ou plusieurs scénarios. Mais pour moi, ce qui s'est passé, ça c'est... Ouais, non. En fait, c'est vraiment juste des indices. Il y avait l'indice sur les astres et sur les calculs. Donc, voilà, moi, je me suis dit qu'il y avait qu'ils ont laissé se produire quelque chose de vraiment monstrueux et qu'ils n'avaient aucune façon en fait de le résoudre sauf par la tisseuse de feu. Et du coup, je suis pas allée plus loin que ça en fait. Le fait qu'il y ait eu un échec que bien sûr j'ai pas réussi à comprendre pourquoi. Moi j'ai beaucoup pensé en fait à des météorites parce que tout le monde par ailleurs de cimetière est détruit en fait. Donc, du coup moi je pensais à un monde, un cataclysme qui avait vraiment atteint tout le monde de cimetière et dont ils étaient responsables et qu'ils avaient plus ou moins payé de leur propre vie le fait qu'ils avaient ils avaient essayé de contenir quelque chose et pour moi ils n'avaient pas réussi en fait. Du coup, ce qui se tramait là à cet endroit-là, pour moi, c'était la tisseuse de feu qui devait effectivement retrouver son travail, refaire son devoir, etc. Et après, il y a la vie et la mort. Donc, du coup, je me suis dit que ça veut dire qu'il y a deux entités qui travaillent ensemble et puis là, ça ne fonctionne plus. Donc, ouais. Donc, les deux trônes, je me suis dit que ça allait être deux éléments complémentaires. Mais bon, j'étais un peu en panne d'idée. Je me disais, bon, qu'est-ce que je peux faire pour réanimer cette étincelle? Et je me suis dit qu'il y a un trône libre, donc peut-être que c'est juste ça, en fait. C'est la mort, c'était ce trône, et du coup, la tisseuse de feu allait pouvoir puiser mon énergie vitale. Et donc, c'est pour ça que ça symbolisait la mort. Voilà ce que je me suis dit avec les maigres indices que j'ai eus, puisque j'ai pas visité la bibliothèque et que je suis descendue en aveugle les ténèbres.
Ah, il y avait d'autres indices plus probants, plus loin dans les profondeurs, en fait. En particulier dans les profondeurs, spoiler, il y a un autre personnage encore vivant avec qui tu peux parler et qui apprend pas mal de choses. Et donc je te repose la question qui est est-ce que Ah oui, je veux savoir, pardon. Et du coup, je voulais D'accord. te dire mon interprétation avant, Ouais. pour que, voilà, au cas où ça t'intéressait, Ouais. avant que tu me dises, Ça parce que m'intéresse. sinon, voilà. Sinon, je t'aurais dit, ah, mais c'est exactement ça que j'ai pensé, ou alors, t'aurais mis, donc voilà. Ouais. Alors effectivement, ton interprétation est très très loin de ce que moi j'ai préparé, en fait. L'astronomie et l'astrologie n'ont pas une importance énorme dans tout ça. Elles sont arrivées de façon accidentelle, justement, c'est-à-dire que ça fait partie du genre de savoir que l'on peut trouver dans la bibliothèque, mais elle contient plein d'autres savoirs sur la physique, la botanique, la chimie, sur plein de choses. Et ce qui se cache tout au fond, profondément dans la partie en dessous, naturellement, c'est les savoirs secrets, les savoirs interdits et les magies occultes. Ou en tout cas, les magies que les archivistes ne veulent pas montrer au reste du monde. Et l'importance des astres, elle est un peu random parce que c'est juste quelque chose que j'aime bien mettre dans des livres ou dans des exemples. Par exemple, il y a une partie où l'un des morts-vivants là-haut, ceux qui sont des voyageurs qui sont morts ici, par exemple, avaient sur eux une carte du ciel qu'ils avaient arrachée à la bibliothèque parce qu'ils étaient venus chercher une carte du ciel. Mais sans que ce soit si important que ça pour les archives silencieuses. Par contre, il y a donc, à force de devoir inventer le symbole de la bibliothèque, j'ai inventé ces trois étoiles en triangle, un peu au pif. Et à force de les mettre en scène et de les compléter, de les ajuster, je pense que la façon dont j'y pense, c'est la façon suivante. Ces étoiles, enfin les étoiles en soi sont, le ciel étoilé plus généralement, est symbolique de la connaissance, en fait. Ce sont juste des archivistes au sens de gens qui se vouent à la connaissance dans un sens très ascétique. Ça s'est peut-être pas trop vu parce qu'on n'a pas trop exploré en haut, mais toutes les parties où l'on vit sont vraiment très minimalistes en termes de confort. Et les étoiles sont assez symboliques de quelque chose que l'on peut étudier et qui semble ne jamais changer. Elle semble ne jamais avoir de différence, ou elle est toujours être identique à elle-même. C'est une espèce de vision très platonicienne du savoir, en fait, comme une espèce de monde des idées. Et c'est le sens de cette devise que l'on croise à plusieurs endroits, mais le seul endroit où tu l'as vu, c'était au-dessus d'une crypte, qui était à ce qu'enseignent les astres et la vie et la mort. Ce qu'enseignent les astres, en fait, c'est juste une métaphore pour le savoir tout entier. Et la façon dont je comprends cette devise, c'est quelque chose du genre, c'est juste un espèce de vœu sur le grand autel de la connaissance, vouer à la fois sa vie et sa mort au nom du savoir. Et c'est ça pour moi les trois étoiles, en fait. C'est la vie et la mort en bas, et au-dessus de ces préoccupations terrestres, les étoiles comme représentatif de la connaissance ici, mais symboliquement c'est aussi l'idéal, quoi. L'idéal comme une force plus puissante que la vie ou la mort, ou plus motivante, plus importante, quoi. Donc voilà comment moi j'interprète les trois étoiles, sachant que les précédentes fois il y a eu des questions dessus auxquelles j'ai pas du tout donné suite, parce que cette interprétation je l'ai formée que sur le tard. Et ce qui s'est passé ici, c'est que donc il y a longtemps régnait sur cimetière la reine Phénix, qui portait le feu primitif. Elle est morte, et à sa mort, les tisseuses de feu ont cherché à faire ce qu'elles pouvaient pour maintenir le pouvoir du royaume. Et cette tisseuse-là est venue pour trouver le moyen d'arracher l'âme de la reine Phénix à l'abysse. Sa croyance, c'est qu'au fond de l'abysse, dans la noirceur la plus absolue, son âme est partie, et que peut-être on peut encore l'appeler. Donc il s'agissait d'ouvrir de rappeler quelque chose qui est l'abysse, qui est le sombre, et dont la particularité, dans l'histoire de cimetière, c'est que le sombre, ça existait avant. Ça existe avant le feu. Et en tant que tel, le feu, cimetière, enfin le feu, c'est ce qui a créé cimetière. Le feu, c'est la force qui a donné naissance à ce royaume.
Donc ici, l'endroit où on a ouvert une porte vers l'abysse est un endroit qui n'est plus tout à fait réel, qui a du mal à être réel. Ce qui se traduit de plusieurs façons. Déjà par cette ombre diffuse que tu as perçue quelque part, qui correspond à l'endroit où ça a lieu. En fait, il y a quelque part dans cette bibliothèque, tout au fond, une tombe qui date d'avant l'ère du feu. Et c'est de cette sépulture-là que vient la connaissance qu'ont les archivistes de l'abysse. Et donc c'est ça que tu sens diffusément sans exactement pouvoir la localiser parce que la localité n'existe pas vraiment pour un lieu comme ça. Il y a plusieurs réalités ou plusieurs choses qui sont un peu évanescentes ici et qui font que les choses ont du mal à être véritables. C'est aussi pour ça que les corps que tu avais sondés derrière la grande porte de fer n'étaient pas là quand tu l'as ouverte. Et en particulier, le lieu en bas change à partir du moment où on a lu les paroles qui étaient sur le petit mur que tu as vu tout à la fin. Donc si tu t'es ressorti et que tu avais exploré le reste du donjon, tu aurais commencé à voir des sillons, des traces, des espèces de poils et du sang un peu partout, y compris dans les zones que tu avais déjà visitées. Et donc ce qui reste, c'est cette espèce de recherche qu'ont eu ensemble l'archimage et la tisseuse de feu. Et la chose finale qu'on peut espérer trouver ici, là où on peut espérer s'en sortir finalement, c'est que l'archimage, bien que mort-vivant, porte encore en lui le souvenir de ce qui s'est passé ce jour-là, le jour où ils ont écouté l'abysse. Et il se souvient qu'à leur appel, une voix a répondu. Et cette voix, c'est celle de la reine Phénix. Donc le seul moyen d'avancer sur la quête du feu à la fin des archives silencieuses, c'est de retrouver cette bête qui est devenue l'archimage, de le tuer et de lui voler ce souvenir. Et d'avoir ainsi la connaissance de la voie que l'on peut aller ensuite chercher au-delà de l'abysse et au-delà des ténèbres. Il n'est pas possible de terminer ça pendant la partie. Il y a simplement cette idée que tu peux aller... tu as la possibilité, si tu as fait ça, de passer à l'étape suivante et d'aller plus profondément encore. C'est ça. Chouette. Voilà. Mais du coup, c'est super parce que tu as un dimensionnement campagne et un dimensionnement one-shot qui est forcément qui peut être très différent. Ouais. Enfin, c'est vrai que mes choix aussi ont été dictés par le fait que c'était un one-shot. Et que je ne voyais pas, je voyais pas de victoire possible, mais du coup, c'était chouette. Ouais, pour moi, ce dont j'ai besoin pour maintenir mon canon, c'est de deux choses contradictoires. D'une part, d'annoncer qu'il y aura quand même la possibilité d'avancer, de trouver quelque chose d'important, et donc de motiver la partie par le fait que c'est pas juste une étape, c'est une étape importante. Mais d'un autre côté, d'affirmer dès le début que on résout pas la quête pour le feu en une seule partie de cimetière. Pour moi, c'est un truc que je veux, c'est qu'il n'y ait pas un one-shot dans lequel on puisse le faire, que la seule façon de résoudre la quête, si tu veux essayer de le faire, c'est de faire une campagne tout entière. C'est ça. Mais c'est chouette aussi d'avoir l'impression ouais. C'est cette impression que d'autres passeront après, même si tu m'as expliqué que c'était pas la façon dont tu fonctionnais dans la narration, hein, mais dans la fiction, c'est cette impression-là. Parce que du coup, la façon dont je vois l'univers, c'est qu'il y a régulièrement des nouveaux zombies frais, comme moi, les frais, qui ont encore une conscience et qui régulièrement débarquent là. Donc du coup que petit à petit, le mystère peut se désépaissir. Et comme du coup je suis une nouvelle tisseuse et que je pourrais plus communiquer avec les nouveaux arrivants, c'était déjà super chouette comme fin en fait. J'ai eu une impression de possibilité de transmission. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Parce qu'elle, du coup, c'était une très vieille femme, donc ça peut être aussi la façon de voir que de toute façon c'était aussi une façon de la libérer de sa posture. Après, moi, j'étais plutôt dans des idées de gardien, en fait, de garder quelque chose. Ouais. Du coup, c'est pas la même chose, c'est pas proactif, c'est plus fataliste. En fait, on est dans une autre mythologie, qui est une mythologie du sacrifice et du gardien, qui est plus sombre. Mais du coup, en fait, cimetière est pas... Parce que il y a aussi le monde des vivants.
Ou c'est moi qui ai surinterprété ce que tu m'as dit? Genre, en fait, il y a que, dans ton univers, il n'y a que le monde de cimetière? Alors, Parce que moi, j'ai souvent, imaginé que moi, je venais d'une sorte de surface, en fait, et d'un ouais, monde dans lequel les gens sont vivants. souvent, je sous-entends ça de façon plus ou moins implicite, qu'effectivement, il y a le royaume de cimetière qui est mort, mais qu'à l'extérieur, le monde vit. Et en fait, en faisant ça, je reprends exactement l'ambiguïté un peu étrange qu'il y a dans les jeux vidéo Dark Souls, qui sont que chacun se passe dans un royaume bien précis, avec un nom bien précis, et on a toutes sortes de traces et de noms d'autres royaumes. On sait qu'il y a le royaume d'Astoria, le royaume de... Enfin, l'école de sorcellerie de Vinheim, etc. On en connaît plein comme ça. Et on les voit jamais, on ne voit jamais le monde des vivants. Et comme le temps est complètement dilaté, étrange, comme tout semble rester de toute éternité sans que rien ne change jamais, il est permis de croire que peut-être que le monde entier est comme ça. Peut-être que on est dans le royaume le plus important, mais que le monde aussi est perdu depuis tellement longtemps. Il y a d'autres raisons de penser que non, ces royaumes-là sont dans une agonie décrépite, mais que le reste du monde ne l'est pas encore autant. Et pour cimetière, pour moi, je ne me prononce vraiment pas sur ce qu'il y a au-delà. Et notamment en termes d'espace de créativité, quand on crée un personnage et qu'on veut lui donner de la substance, moi je laisse toute liberté au joueur ou à la joueuse sur à quoi ressemble l'endroit d'où il ou elle vient, à quoi ressemble le monde extérieur si elle veut l'inventer. Super, en tout cas, c'était chouette. Que ce soit esquissé comme ça. Mm. Et en même temps, c'est aussi une façon pour moi de dire que tout ça n'est pas pertinent, en fait. Je te laisse complètement choisir ce qu'il y a à l'extérieur, ce qui est un espace de liberté et de créativité, mais en même temps, ça te dit quelque chose qui est, tu peux inventer tout ce que tu veux, ce n'est pas important, quoi. Mm. Avec juste, ouais, c'est vrai qu'il y a quand même quelques petits aspects qui sont les choses qui peuvent être un peu inspirantes qu'il y a dans certains souvenirs. Toi, tu as ce souvenir d'avoir été Claire du dieu sans âme, ce qui n'a jamais été vraiment expliqué, et typiquement des choses sur lesquelles je ne donne aucune explication, quoi. Ça, j'ai même prié 3 fois, non 2 fois. Très chouette. Non, c'est bien. C'est bien je trouve que c'est un chouette dosage de clarté et de vague et d'imagination et d'action et de facilité. Enfin, c'est vraiment chouette. Très sympa. Cool. Merci beaucoup. Eh ben, merci à toi pour la partie. Eh bien, je suggère qu'on arrête l'enregistrement ici. Au revoir, Craig. Et au revoir auditeurs et auditrices.